Mes amis, aujourd'hui je suis super content parce qu'on accueille une cycliste, qui plus est une cycliste polyvalente, qui a pratiqué le VTT, la route. Elle a notamment roulé pour l'équipe Frank Schleck Development, pour ceux qui connaissent, qui était une équipe continentale. Et aujourd'hui elle est plutôt spécialisée sur la piste. Ses prochains objectifs sont notamment une qualification au JO 2024 à Paris. On va parler performance, on va parler enfance, on va parler gestion du sport pendant les études et plein de choses super intéressantes. J'ai le plaisir d'accueillir Lena Metro. Allez, c'est parti! Spécialisé sur piste ces dernières années, voilà, on va faire un petit peu ton parcours. Déjà, comment t'en es venu au cyclisme? Alors, mon papa, il est président du Vélo Club Échalon, donc c'est par lui que je suis venue au vélo. J'ai toujours aimé bouger, donc voilà, c'était un peu ça. Je faisais des tours devant ma maison en vélo, puis au bout d'un moment, j'ai dit, moi aussi, j'ai envie de faire partie d'un club, donc je me suis mis au Vélo Club Échalon. Et puis là-bas, ils forment les jeunes par le VTT, donc j'ai direct commencé par le VTT. Et puis j'ai fait plein de courses aux Suisses romandes, d'abord en VTT. Après, quand j'ai commencé à avoir un niveau un peu potable, j'ai été sur les Coupes suisses. Ça a bien marché. Et puis vers 14-15 ans, je pense, je dirais, je me suis dit, je faisais un peu de route pour l'entraînement. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire des courses? Et puis ça m'a assez vite plu. Et voilà, j'ai un peu fait les deux, j'ai combiné. En junior, c'est aussi facile de faire encore les deux. Les courses, elles sont pas trop longues sur route, donc l'entraînement, il correspond pas mal. Chez Swiss Cycling, ils nous poussaient pas mal à faire les deux aussi. À être polyvalent, quoi. À être polyvalent, ouais, exactement. Ouais. À cet âge-là, vous êtes vraiment multitâche. Et puis, ça fait partie de la formation du cycliste, un peu. Ouais, clairement. On le voit avec les Belges, par exemple, ouais. cyclocross. Cyclocross, ouais. Qui font des super résultats. Exactement, ouais. Nous, c'était un peu VTT, route, ils nous poussaient à faire les deux. Ce que je trouve bien, parce que l'un apporte à l'autre. Et puis après, je me suis quand même pas mal focalisée sur le VTT jusqu'en 2018. Il y a eu les championnats du monde à Lenzerheide. Puis là, après, j'ai dit, je crois que ma carrière de VTTiste est terminée. Enfin, je me voyais pas aller plus loin. Je voyais que je stagnais un peu en U23. Je faisais des top 30, des top 20 en Coupe du Monde. Mais je me disais, je vais jamais atteindre le niveau que j'ai envie d'avoir. À ce moment-là, en 2017, un peu avant, ils ont monté un projet pour les jeux sur la piste, pour les femmes. Je me suis dit, ils m'ont demandé si je voulais essayer. J'ai dit, pourquoi pas, j'essaye. La piste Donc, au début... avant 2017, t'avais jamais fait de piste? Non, jamais. J'étais montée peut-être une fois sur la piste, mais c'est tout, ouais. C'est relativement tard. En 2017, t'as quoi? T'approches les 20 ans? Ouais, bien, presque 20 ans, ouais. Je me suis dit, pourquoi pas essayer, mais je me voyais pas trop tourner en rond à l'intérieur. Et puis finalement, les entraînements, ils m'ont assez vite plu. Et puis le projet, il m'a plu. On était une bonne équipe. J'ai croché, et puis après, voilà, j'ai mis le VTT de côté. J'ai continué pas mal sur la route, sur la piste. Puis finalement, c'est vraiment la piste qui a pris le dessus là, ces dernières années, parce que c'est ça qui me plaît le plus, et puis c'est là où j'ai les meilleurs résultats. D'accord. Quand tu commences au Vélo Club Échalon, tu as des souvenirs, un flashback, quelque chose qui reste encore aujourd'hui de ces premiers coups de pédale? Clairement, ouais. C'était le samedi matin, les entraînements de 9h à midi, et franchement, au début, j'allais pour retrouver les copains. Enfin, on était une super bonne équipe avec qui je roule encore maintenant. On faisait des exercices techniques, et ça reste, ça va rester toute ma vie. Et je suis hyper reconnaissante envers mon club qui m'a formée à ce niveau-là. Puis les amitiés que j'ai créées là, elles restent aussi, donc c'est cool. À cette époque, tu as une source d'inspiration, quelqu'un où tu te dis, voilà, je vais rouler samedi matin, il y a cette personne, je trouve c'est beau à l'avoir roulé, ou pas du tout? Toi, c'était juste t'amuser avec les amis? Non, j'ai toujours, depuis que j'ai commencé le vélo, il y avait Nino Schurter qui... Lui, c'était mon idole. Je ne sais pas pourquoi, j'adorais aussi la marque Scott. Je ne sais pas si c'était à cause de lui ou si j'adorais Nino parce que j'aimais le Scott. Je pense que c'est un peu les deux. Et ouais, je l'ai toujours idolâtré, même encore maintenant, je suis assez fan. C'était vraiment, je voulais être comme lui en fait. La route, à cette époque-là, ça ne t'intéresse pas plus que ça, ou c'est juste qu'on ne te donne pas forcément la possibilité de faire de la route? Ça m'intéressait pas plus que ça. Ouais. Je regardais les courses sur route à la télé, c'est sûr, le Tour de France et tout ça, mais je me suis jamais dit j'aimerais faire ça. Pour moi, c'était clairement le VTT que je voulais faire. Et du coup, tu vas sur les courses, comme tu l'as dit avant, tu rentres. C'est vers quel âge tu commences à rentrer dans une certaine structure un peu plus professionnalisante, où tu te rends compte, tu te dis voilà, là, je suis quand même dans un endroit
je suis privilégié, je commence à voir qu'on s'occupe de moi, que j'ai des entraînements planifiés qui vont vraiment, enfin, qui m'aident en fait à progresser. Je pense que j'ai eu mon premier entraîneur à partir de 13-14 ans. C'était le bon moment, je pense. C'était vers la fin à la fin de l'école, 13 ans, ouais. Ça s'est fait comment ça? Comment tu l'as rencontré? C'était un gars du club qui, lui, avait été champion suisse de route et on a monté un peu une petite structure avec tous des jeunes qui étaient motivés pour faire de la compétition dans le club. Et puis c'est lui qui nous faisait les plans chaque semaine. On faisait les entraînements le mardi, le jeudi, le mardi en VTT, le jeudi sur la route. Et puis il nous donnait les entraînements pour là, on les faisait ensemble, c'était cool. Puis après on allait peut-être une fois en plus encore pour nous. Au début je m'entraînais pas beaucoup, hein. Et puis à partir de... Après je suis entrée dans les cadres romans en... C'était quoi? J'étais en U15, je pense. Ouais, aussi dans ce stage-là. Puis là, tu commences à te dire, ah ouais, il y a une structure qui se met en place. Ça devient un peu plus professionnel, entre guillemets. Puis après, en U17, je suis entrée dans les cadres nationaux. Puis là, ça a vraiment commencé à être sérieux. Avant d'entrer dans toutes ces structures, tu te rends compte que tu as un certain potentiel ou pas forcément? Est-ce que quelqu'un te le dit? Ou toi, tu es juste dans le kiff, on va dire? Ouais, je pense que je me rendais pas du tout compte, non. Ouais. Je faisais juste les courses, même les courses romandes, je les gagnais jamais, presque. Il y avait toujours on était toujours les trois même sur le podium, mais je gagnais presque jamais. D'accord. Un peu à la Raymond Poulidor. Exactement. Je me faisais toujours battre par l'une ou par l'autre. Ouais. Mais en fait, c'était juste du plaisir au début. Je me suis jamais dit, oui, t'as toujours ce rêve de vouloir devenir pro, de vouloir gagner des médailles, mais j'ai jamais pensé que c'était possible. Et je me suis jamais dit, ah, j'ai du talent. Et je crois que personne ne me l'a vraiment jamais dit. Mais je crois que j'avais tellement cette passion et j'aimais tellement ce que je faisais que c'est venu petit à petit. Et puis je pense que c'est une bonne chose de pas y avoir pensé trop tôt. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a, à cette époque-là, quand tu es vraiment jeune, qui t'a un peu pris sous son aile, comme je le comprends un petit peu, l'entraîneur, qui, je pense qu'il fait même ça bénévolement au club. Clairement, ouais. C'est un peu lui, la figure, on va dire, qui a pris le groupe. Ouais, je pense lui, il nous a beaucoup aidés. Je pense que lui, il avait vu que j'avais un peu du potentiel. Et puis sa femme, maintenant ils sont séparés, mais elle a aussi fait une carrière et ça a toujours été aussi un peu un exemple pour moi. Et on a beaucoup roulé ensemble et puis je pense que c'est aussi quelqu'un qui m'a amené. Une fois que tu intègres un petit peu ces structures, les cadres par exemple de l'équipe nationale, qu'est-ce qui te marque, qu'est-ce qui te surprend? Est-ce que c'est vraiment un cyclisme différent ou pas forcément pour toi? Non, il n'y avait pas grand-chose de différent. Enfin, ce qui était un peu difficile pour moi, c'était la langue au début. Parce que j'étais la seule romande dans les cadres nationaux. C'était pas facile. Et puis, au début, je comprenais rien. L'entraîneur, il parlait aussi pas français. Donc, ça, je pense, c'était la chose la plus différente de tout ce que j'avais vécu jusque-là. C'était difficile, l'intégration, pour une romande? Ouais, c'était pas facile, je pense. Ouais. Moi, je suis quelqu'un, à la base, d'assez timide. Et en plus, on parlait pas ma langue. Donc, je pense que je devais... Enfin, ouais, je disais pas grand-chose dans les camps au début. Hein, Ouais. Mais après, au final, les filles, elles ont été sympas. Celles qui parlaient le mieux français, elles m'ont parlé un peu en français. Je me suis intégrée petit à petit. Et puis, au final, j'ai aussi progressé en allemand. Et puis petit à petit, je commençais à comprendre aussi un peu ce qui se passait à table. Ou voilà. Mais, ouais, juste socialiser, quoi. Ouais, exact. C'est super important. Ouais, sinon, je me souviens, une fois, j'étais allée... une semaine à Ténéro, j'ai pas dit grand-chose pendant toute une semaine parce que je connaissais déjà personne et puis de deux, je parlais pas leur langue. Donc voilà, c'était pas facile. Là, tu as l'impression de faire des sacrifices, d'avoir quand même une certaine hygiène de vie à cette époque? Non, pas forcément. Non. Surtout à cette époque-là, non, pas du tout. Pas du tout. Ouais, j'étais à l'école, puis même quand je suis rentrée au gymnase, oui, je suis allée au gymnase sportif, donc... mais j'avais tellement le temps de faire tout ce que je devais faire que je faisais pas vraiment de sacrifice. Et puis, ça venait vraiment naturellement. C'était pas oh non, je dois aller m'entraîner, je loupe ça. Ou... Non, c'était normal et ma vie, elle était comme ça. Et même encore maintenant, j'ai pas l'impression de devoir faire beaucoup de sacrifices. Les rendez-vous de l'équipe suisse, ça, il y avait des stages d'entraînement. Ça se passe comment? Vous retrouvez un Suisse allemand la plupart du temps ou bien vous allez aussi à l'étranger? En U17, c'était encore tout en Suisse, donc on faisait beaucoup. On avait quoi, 3-4 week-ends
sur l'année, plus 5 ans d'une semaine, en gros, c'était à peu près ça. Et puis après, moi, j'avais été sélectionnée encore pour les championnats d'Europe de la jeunesse. Puis ça, on était aussi parti une semaine là à l'étranger. Ouais, c'était pas encore énorme sur l'année. Bon, c'était les week-ends où il n'y avait pas de course. Puis c'était tout en Suisse allemande, ouais. Ouais, d'accord. J'aimerais qu'on parle un petit peu sport et genre. On a vu que depuis plusieurs années maintenant, il y a quand même eu une médiatisation plus accrue du cyclisme féminin, notamment au Tour de France femmes, à des sponsors qui mettent plus d'argent, à une pratique qui est de plus en plus médiatisée. Il y a aussi une régulation des salaires. Voilà, toi qui as vécu ça de l'intérieur, tu le vois comment? D'un bon œil, forcément. C'est clair que en VTT, je pense que ça fait longtemps qu'il y a ça. Et les courses, elles ont toujours été... elles sont pas forcément montrées sur les chaînes publiques, mais sur Red Bull TV ou comme ça, il y a toujours eu les deux courses. Et je pense que ça, à ce niveau-là, c'était assez égal, depuis longtemps déjà. Puis là, la route, moi, ça me fait clairement plaisir de voir qu'ils montrent plus de courses féminines, qu'il y a plus d'argent, qu'il y a plus de tout, en fait. Enfin, après, moi aussi, je ressens beaucoup plus d'intérêt des journalistes, des médias. Ça bouge, et puis tant mieux, je dirais. T'as vu une différence de traitement de faveur entre les garçons et les filles? Je crois que je me rendais vraiment pas compte, ou alors il n'y avait pas de grosse différence. Je pense vraiment c'est parce que j'étais dans le monde du VTT. Je pense que ça fait... Enfin voilà, il y a pas... Il y a des équipes, mais les équipes, elles sont souvent mixtes. Il y a... les courses, elles sont au même endroit, sur le même parcours, au même moment, le même week-end. Donc vraiment, pour tout ça, c'est cool. Et puis même l'équipe suisse, en U17, t'es encore mixte. Après, en U19... Franchement, Swiss Cycling, pour les femmes, ils font un énorme boulot. Et ça, c'est génial. Donc... j'ai vraiment pas vu de différence à ce niveau-là. Après, la route, oui, quand tu entres dans ce monde de la route, là, tu vois qu'il y a une différence. Et puis, les courses, c'était un peu... Je sais pas, t'es au fin fond de la Belgique, et puis il n'y a même pas... Il y a 2 caméras, quoi. Ouais, même pas. Il n'y a pas de caméra, t'es sur un parking pour te changer, et puis... Ouais. Mais comment ça se fait qu'il y ait une aussi grande différence entre le VTT et puis la route? De la part des sponsors, je pense, principalement, il y a moins d'argent, du coup, moins de sponsors. Pourquoi les sponsors, ils investissent plus sur le VTT féminin jusqu'à maintenant, on va dire, parce que ça, c'est bien changé maintenant. Alors, le VTT, je pense que ça coûte moins cher, déjà. Donc, l'argent, il peut être investi aussi différemment, à mon avis. C'est quand même plus sympa de regarder une course de VTT où en tant que spectateur, tu vas peut-être plus voir une course de VTT qu'une course de route où tu vois le peloton passer une fois, 2 secondes, et puis... Le VTT, tu les vois passer 6-7 fois. T'as tout ce monde aussi. Si t'es un peu intéressé par le vélo, t'as un village de fête, une place de fête où les gens consomment, et c'est vrai que ça fait plus de rentrées financières. Ouais. Donc, je comprends. Et puis, c'est vrai qu'en Suisse, le VTT, t'as les stars, et puis tout le monde veut faire du VTT. Il n'y a personne qui a envie de faire de la route en Suisse à la base. Et puis... C'est vrai. C'est pour ça qu'on a de nombreuses stars plutôt en VTT. Ouais, exactement. On a eu... c'est sûr, on a eu quelques grands cyclistes aussi sur route. Cancellara, puis même avant, les Koblet. Mais c'est vrai qu'en VTT, on a notre place sur la carte mondiale, ça c'est sûr. Puis après, la piste, au niveau médiatique, on a encore un gros boulot à faire. Ouais, on ne peut pas parler de cyclisme sans parler un petit peu des divers scandales qu'il y a eu, notamment dans les années 2000. On peut citer l'affaire Armstrong, l'affaire Festina, tout ça. C'est vrai que pour les gens qui ne connaissent pas vraiment le cyclisme, on fait vite le parallèle, ce qui est totalement normal. Ouais. Moi, aujourd'hui, je suis entre guillemets un petit peu cycliste, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'affecte, mais qui m'intéresse à la fois. Qu'est-ce qui a changé pour toi, tu penses, à ce niveau-là? Est-ce que tu as vu un changement? Est-ce que les protocoles antidopage, déjà, est-ce que tu en as subi? Ouais. Moi, je suis dans le pôle de Swiss Sport Integrity, ouais. Donc, du coup, je dois dire tous les jours où je suis, à quelle heure je suis. Donc, je suis suivie. Je pense que j'ai des contrôles à peu près une fois tous les 2-3 mois. Ils viennent chez moi. Donc, ça, c'est super restrictif parce que tu dois vraiment donner ton calendrier. Ouais. D'accord. Après, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange.
On pourrait, je pense, trouver une solution, enfin que ça soit plus simple, parce que c'est un peu embêtant de devoir remplir ça tous les jours, et puis des fois t'oublies, puis t'es là, oh, voilà. Mais je me dis, moi, si ça peut rendre le sport un peu plus, ça enlève un peu du dopage dans le sport, je suis ok de le faire en fait. Et je trouve ça bien. Mais ouais, c'est clair que toutes ces histoires, elles entachent le cyclisme et elles entacheront encore pendant longtemps. Et ça me dérange un peu qu'à chaque fois que les gens parlent de cyclisme, ils parlent du dopage. Ouais. Je trouve que c'est dommage parce que c'est pas du tout que ça le cyclisme. Et puis peut-être les gens maintenant, ils regardent le Tour de France et ils se disent de toute façon Pogacar et Vingegaard, ils sont dopés. Non, pas forcément. Enfin, ils savent juste s'entraîner et puis ils sont juste incroyables. Ouais, non, mais c'est des performances, je veux dire, qui sont incroyables. Maintenant que les gens qui connaissent pas forcément la pratique fassent le lien, on peut pas leur en vouloir. Non, c'est clair. C'est un passé comme ça. Je pense que ça prendra encore des années, mais en tout cas. Je pense clairement qu'on est sur la bonne voie et qu'il y a beaucoup moins de dopage qu'avant. En tout cas, j'ai envie de le croire et j'ai l'impression que c'est vrai. Je pense clairement qu'on n'est plus le pire sport. Par contre, dans ces années-là, c'est clair que voilà, il y avait des gros problèmes et puis les agences, tout le système antidopage était complètement dépassé. Voilà. Mais maintenant, je pense que les gens, ils ont compris et puis ils travaillent plus sur le physique, tout le reste, au lieu d'essayer de chercher des nouveaux moyens. Il y en a sûrement qui en cherchent des moyens de se doper. Mais c'est vrai que les gains marginaux, que ce soit au niveau du matériel, c'est peut-être des plus gros gains que la prise de produits. Ouais, c'est ça. Ou alors, c'est clairement moins dangereux. T'as plus cette peur de tous les jours de te dire, si j'ai un contrôle maintenant, voilà, je pourrais... T'as déjà eu un strike, toi ? Par exemple, t'as loupé un contrôle parce que pour X raison... Non. D'accord. Ça me fait peur, des fois. Si j'oublie un jour de remplir les trucs, je me dis, oh mon Dieu... c'est clairement pas une situation que j'aimerais vivre, donc je fais attention quand même. D'accord, je vois. J'aimerais qu'on vienne un petit peu sur la dangerosité des courses parfois, que ce soit dans le VTT, mais surtout sur les courses sur route. Comme tu le sais, on a perdu... Gino Meder il y a quelques jours, donc vraiment quelque chose qui nous a tous affectés, le monde du cyclisme, donc le peloton en général, mais le monde du sport, on va dire. Ouais. Toi, tu as déjà eu peur pour ta sécurité dans les courses. Alors j'imagine que sur piste, ça peut peut-être jouer des coudes, mais voilà, les risques ne sont pas non plus... Parle-moi un petit peu de ça, parce que moi je ne connais pas vraiment la piste et ça m'intéresse aussi de savoir ton point de vue. Je pense alors que les risques sur piste, ils sont quand même là. Si tu tombes super vite. Donc, t'es à plus de 50 à l'heure. Donc, puis tu tombes sur du bois. Donc, c'est quand même dur, le sol. Donc, après, oui, peut-être t'as moins de risques sur la route. Mais je pense clairement que la pratique la plus sûre, c'est le VTT. Parce que généralement, t'es tout seul. Donc, si tu tombes, c'est à cause de toi et t'es à pas plus de 30 km/h. Ils descendent pas très vite. Donc... Tu fais un soleil, mais tu atterris dans les branches, mais généralement, tu te fais pas trop mal. Tandis que sur la route, clairement, la route, c'est l'endroit le plus dangereux, je pense. Après ce qui s'est passé... avant, j'ai jamais trop eu peur. Je fais toujours super attention dans les à l'entraînement. Moi, je suis pas quelqu'un qui va essayer de descendre le plus vite possible aux entraînements. Ça ne sert à rien, moi, je trouve. En course, je descends généralement assez vite, mais parce que je sais qu'il n'y a pas de voiture qui va arriver en face, et puis voilà. Mais je fais toujours... je me suis jamais fait peur en me disant je vais rater le virage. Je prends quand même pas trop de risques non plus. C'est vrai que quand Gino est mort... C'est quelqu'un que tu connaissais ? Ouais, je le connaissais. Ces dernières années, j'avais eu un petit peu moins de contact avec lui, mais dans les... Ouais, je me suis dit... C'est vrai que quand j'ai appris sa disparition, j'ai entre autres pensé à toi, qui devais sûrement... connaître des cadres suisses, quoi. Ouais, c'est ça. On a fait quand même quelques championnats où on était les deux. J'avais pas mal parlé avec lui, donc ouais, ça m'a un peu quand même affecté, pas mal. Et c'est vrai que les jours après, dès que je faisais une descente, je pensais à ça et je me disais, fais attention, il pourrait t'arriver la même chose. Alors que c'est débile, ça fait 15 ans que je fais du vélo et il m'est jamais rien arrivé, mais quand il y a un événement comme ça qui se passe, forcément, t'as plus peur. Ouais. J'allais pas arrêter de faire des descentes parce qu'il venait de perdre la vie, mais
Mais c'est clair que tu fais peut-être juste un peu plus attention. Tu freines juste 2 mètres plus tôt et puis tu te dis, je suis à 5 km/h de moins, mais c'est pas grave. Surtout en entraînement. Ouais, surtout à l'entraînement, ouais. On a vu que depuis le Covid, il y a de plus en plus de cyclistes. Et donc ça crée quand même pas mal de tensions sur la route entre les automobilistes et les cyclistes. C'est sûr qu'il y a plein d'automobilistes qui font pas tout juste, mais aussi beaucoup de cyclistes qui grillent beaucoup de feux rouges. Et puis ça, c'est vrai que moi, en tout cas, ça a tendance à m'énerver. Ouais. Parce que quand tu es cycliste, tu essayes t'as cette casquette de petit con, on va dire. Ouais, tu essaies de t'arrêter au feu, puis tu as quelqu'un derrière qui grille le feu. Donc c'est vrai que ça donne pas une bonne image. Ouais, alors ça, c'est sûr. Toi, tu vois que ces tensions, elles sont quotidiennes. Enfin, ça se passe comment sur la route quand tu t'entraînes, toi? Ouais, clairement. Quand je suis seule, je dirais ça va parce que t'as de temps en temps 1-2 voitures qui te passent beaucoup trop près. Et ça m'énerve parce que je me dis, mais surtout quand il y a la place en face. Mais en groupe, il y a souvent quand même où si t'es 2 par 2, mais les automobilistes, ils se rendent pas compte que si on était les uns derrière les autres à 20, ça serait impossible de dépasser. Donc ça, des fois, il faut juste qu'ils prennent conscience de ça. Mais quand t'es en groupe, t'as au moins 5 fois par sortie sur une sortie de 2 heures où la voiture, elle te frôle, elle te klaxonne, elle te fait elle fait le lave-vitre juste en te dépassant pour que tu t'en prennes plein. Et ça, je trouve juste pas normal. Les gens, ils ont qu'à aller sur les routes principales. Nous, on essaie toujours... moi, en tout cas, j'essaie d'aller rouler sur des routes avec moins de trafic. Donc, peu emprunté. Peu emprunté. Donc, ces gens-là, je les comprends pas. Ils mettent notre vie en danger pour rien du tout. Donc, voilà, en fait, ça m'énerve un peu de voir. Mais après, quand je vois la conduite de certains cyclistes, ça m'embête aussi. Et puis, je me dis, mais c'est débile. Et puis, justement, c'est à cause de ça que les gens, ils aiment pas les cyclistes. Tu penses qu'on devrait plus sensibiliser, que ce soit en fait tout le monde. Il devrait y avoir plus de campagnes de sensibilisation ou ça serait un moyen peut-être de... Ouais, ça serait un moyen, ouais. Je pense des fois les gens ils dépassent, ils se rendent même pas compte qu'ils sont aussi près, ils ont peut-être pas forcément les dimensions de la voiture dans l'œil et puis ils se disent c'est bon, mais ils se rendent pas compte qu'il y a une différence de 50 km/h entre les 2 personnes et puis ça fait super peur à vélo. Donc je pense que c'est même pas... Des fois, certaines personnes, ils font même pas exprès, à mon avis. Ils se rendent même pas compte. Ouais, ils se rendent pas compte. Certains, oui, mais pas tout le monde. Puis peut-être que les sensibiliser, ça serait une bonne solution. Je suis tombé sur une vidéo l'autre jour, que j'ai trouvé assez sympa sur Instagram. C'était une entreprise de transport, je crois, colombienne. Ouais. Donc voilà, en Colombie, il y a énormément de cyclistes. C'est vraiment le sport national là-bas. Une entreprise colombienne qui a simulé en fait les dépassements des propres employés. Et donc eux ils se sont mis sur un vélo et puis ils ont fait des tests. Puis là vraiment les conducteurs de camions ils se sont dit en fait on est super dangereux quoi, pour les cyclistes. Donc ça c'est vrai que ça m'a fait assez rire. Ça ce serait un bon moyen je pense. Juste que les gens se disent en fait exactement. J'aimerais revenir un petit peu sur l'année 2022. J'ai vu sur ton site internet que ça n'a pas été forcément une belle année. Comment tu la caractérises? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné comme tu voulais? Ouais, je pense que ça a été un enchaînement un peu de plein de choses. J'avais pas si mal commencé l'année. Et au final, j'avais fait des bons championnats suisses et tout ça. Mais après, il y a eu... Je sais pas, j'ai dû faire plein de courses sur route qui m'ont pas forcément... déjà, qui me convenait pas forcément. C'était quoi comme genre de course? J'ai dû faire par exemple l'Amstel ou des courses en Belgique ou en Hollande où il y avait des bosses ou des... Alors que moi je suis très vallonné, puis moi je suis plus quelqu'un je suis plus capable de passer ces bosses avec les meilleurs. Surtout quand c'est le niveau World Tour, j'ai clairement pas le niveau. Le niveau il a tellement augmenté ces dernières années que... Puis je m'entraînais plus pour ça. Il y avait qui sur cette Amstel? Oh, il y avait toutes les meilleures. Il y avait, je sais même plus. Je crois que c'est... celle de la FDJ qui a gagné, l'italienne. Ah, l'italienne, Longo Borghini? Non, Cavalli. Cavalli, ouais, exactement. Voilà, je peux rien faire. Voilà. Et je le savais en allant, mais c'était un peu aussi pour mon équipe, je dois y aller et tout. Puis ça m'a un peu cramé. Je devais aller tous les week-ends jusqu'en Belgique pour faire une course. Au final, en fait, je m'entraînais plus parce que... Tu faisais une course. Les entraînements, c'était des courses et tu étais totalement cramé, quoi. Exactement. Ouais.
Tu fais des courses, je pouvais pas finir parce qu'en Belgique, dès que tu es à 2 minutes, ils te sortent de la course et puis tu finis pas. Ouais. Donc je m'entraînais pas vraiment, mais après j'étais cramée des voyages parce que je revenais à l'Uni le lendemain. Puis au final, tu fais 1 heure de récup le jour d'après, puis après tu repars pour la course suivante. Puis ça m'a complètement... Ouais, c'était full gas pendant 1 heure, tu sors de la course, tu as 6 heures de voiture, enfin ça va pas du tout. Ça allait pas du tout. Et puis ça, je l'ai ressenti clairement après sur les courses de piste. Et puis c'était un peu un cercle vicieux. Une fois que ça va pas mentalement, c'est super dur. T'arrives pas... Enfin, la confiance, elle est plus du tout là. Tu te dis, t'arrives déjà sur la course, tu te dis, mon Dieu, comment ça va aller. Après, j'ai aussi... Il y a mon entraîneur qui s'est fait virer de chez Swiss Cycling. Donc ça m'a aussi mis un coup. Impacté. C'était tout un enchaînement de choses qui allaient pas, en fait. Et puis, j'ai complètement perdu le plaisir de faire des courses. J'avais du plaisir à m'entraîner. Je suis passionnée de vélo et j'adorais aller sortir sur mon vélo, aller faire des belles sorties, mais j'avais plus du tout de plaisir à aller faire des courses, surtout sur la route. Et j'ai dû faire une pause. L'année passée, j'ai abandonné le championnat suisse de route et là, j'ai appelé mon entraîneur. J'ai dit, écoute, ça va pas, il faut que j'arrête. Donc là, il m'a dit, donc là, c'est toi qui prends cette décision. Ouais. Ça a été un choix difficile ou pour toi, c'était facile vu tes résultats? Là, c'était facile, ouais. C'était facile. Non, là, vraiment, je l'ai sans regret, sans rien. J'ai dit, écoute, stop, j'arrête pas le vélo, mais il faut que je fasse une pause, ça va pas. Ouais. Donc on a fait une pause où j'ai pas touché mon vélo. Il a compris, ton entraîneur? Ouais, clairement. Ouais. Bah, il voyait que ça allait pas bien et puis que j'avais besoin de faire autre chose. Puis après j'ai repris, je suis repartie encore en altitude et puis ça m'a fait du bien aussi d'aller ailleurs, de rouler sur des autres routes et puis après j'ai eu des mauvais championnats d'Europe, mais je pense que j'étais pas encore prête ni physiquement ni mentalement à courir à ce niveau-là. Puis au final, je sais pas, il y a eu un peu un autre élan qui est venu au mois de août, septembre et puis après, j'ai fait une bonne fin de saison, je dirais. C'est un peu reparti comme ça, mais que j'ai quand même pris la décision de faire beaucoup moins de routes, de partir de l'équipe. Je voulais plus être dans une équipe continentale. Je me suis même posé la question si je voulais être vraiment dans une équipe ou pas. Mais parce que là, avec Schleck, t'es plus là-bas du coup? Non, je suis plus là-bas. Okay. L'équipe a arrêté. Donc d'accord. Ça se posait même pas la question si je voulais rester ou pas, mais de toute façon, je serais pas restée. Je voulais redescendre d'un échelon. Je voulais plus. Je voulais vraiment miser tout sur la piste. Et puis pour ça, j'avais l'impression que pour moi, le mieux, c'était de ne pas être dans une équipe ou d'être dans une petite équipe, comme je suis maintenant. Je suis en France, dans une équipe nationale. J'ai toute la liberté que je veux. Vraiment, je leur ai dit, mes objectifs, ils sont sur la piste. Et puis, ils me proposent, ils m'ont donné un calendrier. Si je peux y aller, j'y vais. Mais j'ai vraiment envie de pouvoir... En fait, cette année, c'était vraiment sympa. C'est que j'ai pu faire des vrais blocs d'entraînement. J'avais pas de course pendant 1 mois, mais c'était génial parce que là, tu peux vraiment construire. Puis moi, maintenant, je vois, je suis dans une forme... comparée à l'année passée, c'est incomparable. Enfin, je suis beaucoup mieux. Et là, avec cette équipe continentale, tu m'as dit? Non, là, c'est une équipe juste nationale. D'accord. Là, tu as un contrat, tu reçois un petit peu d'argent ou même pas? Non, rien du tout. Ouais. Et puis avec Schleck, là, oui, tu avais un contrat, mais je recevais rien. Là-bas, c'était un peu galère au niveau financier. Enfin, moi, je devais payer aussi tous mes déplacements soit j'allais jusqu'à la base de l'équipe qui était tout au nord de l'Allemagne, soit j'allais directement en course jusqu'en Belgique par mes propres moyens. Et c'était moi qui payais. Ouais, ok. Voilà, donc c'était un peu galère à ce niveau-là. En gros, on recevait un vélo au début de l'année. Enfin, au début de l'année. Là, on a dû garder 2 ans le même parce que c'était pas possible de les livrer. C'était sur quoi? Cervélo. Ouais. Puis on a gardé 2 ans le même vélo. On avait des roues qui marchaient pas forcément toujours. Enfin, c'était un peu la galère. Pas les meilleurs composants, quoi. Ouais. Puis voilà, on recevait des maillots, on pouvait courir avec l'équipe, on avait des jolies courses, mais je sais pas, on a dû aller faire une course. On a fait à Londres une course par étape et c'est nous qui avons payé les billets d'avion pour aller jusque là-bas. Enfin, c'était pas facile. Donc finalement, maintenant, ça me change pas grand-chose. Je reçois rien non plus, mais au final, ça me change rien. Est-ce que tu as des sponsors quand même, des gens qui te soutiennent? Ça, je pense que t'es obligé, quoi. Je suis obligé, ouais. Déjà, il y a l'aide sportive suisse, ça c'est énorme, le soutien. C'est vrai? Ouais, quand même. Il y a quand même de l'argent qui te permet de vivre un minimum de ta passion ou ça suffit pas? Ça suffirait pas pour que j'aie un appart et tout ça, mais clairement, ça me paye ma saison et puis tout ce dont j'ai besoin.
Enfin, ouais, athlète sportif suisse, les aides du canton, les fonds du sport vaudois. Ouais. Puis après, j'ai des sponsors personnels Privé. aussi, privés, ouais, qui m'aident. Et puis j'ai aussi fait l'armée, donc ça aussi, c'est grâce aux cours de répète que tu fais quand tu fais des perçois un camps, petit salaire. t'as un petit salaire aussi. Donc Ouais, au final, tout ça, je vis bien. Enfin, j'arrive à payer ma saison et puis voilà. Après, je vis encore chez mes parents et puis je suis pas sûre que j'arriverai à me payer un appart avec tout ça. Tout à l'heure, tu parlais, tu disais que sur l'Amstel, c'était plus ton profil. Avant, tu passais mieux les bosses avant de venir à la piste, j'imagine. Ouais, clairement. Ouais, c'est ça. Ouais. Maintenant, tu tires le peloton, quoi, on va Ouais, dire. voilà, c'est ça. Avant, quand même, moi, avec le VTT, j'avais un peu le profil. J'ai jamais été une grimpeuse, j'aurais jamais gagné en haut d'un col, mais je passais quand même bien mieux les bosses. Depuis que je fais de la piste, j'ai quand même pris de la masse musculaire. Je suis clairement devenue un peu une sprinteuse, entre guillemets. Ouais. Et puis, je passe plus les bosses, mais ça, voilà. Je suis OK avec ça. Ça m'a mis du temps à être, à l'accepter, mais maintenant, je me dis, ma spécialité, c'est la piste, et puis j'ai pas besoin de passer les bosses. Il n'y a pas de boss sur la piste. J'ai pas une super bonne FTP. Par contre, 3 minutes, full plus gas, sur là, 3 minutes ou 30 secondes ou des choses comme ça, je suis assez haute. Ouais, ok. Ouais. Quel type d'entraînement, ça se passe comment? Je fais, en pleine saison, je fais plutôt 1 fois par semaine, mais sinon en préparation, c'est 2 fois. Puis je fais des séances où je fais des 6 reps avec pas mal de charges et puis Explosif. pas mal de pauses. Ouais, explosif, ouais. Tout le corps ou plutôt le bas du corps? Plutôt le bas du corps, mais je fais aussi quand même le haut. Il faut quand même être... le gainage et tout, c'est quand même assez important sur la piste. Donc voilà. Et moi, ça, c'est vraiment un truc que j'aime bien parce que ça change de l'entraînement que tu fais tous les jours. T'es pas tout le temps sur ton vélo. Tu travailles autrement. Et puis, ça change un peu de monde. J'aime bien. Ouais. Puis, du coup, pendant ces préparations hivernales, c'est vrai que l'hiver, tu peux quand même moins rouler dehors. Les conditions sont pas terribles. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais du Zwift ou tu pars à l'étranger? Ça se passe comment l'hiver? Quand je peux aller rouler dehors, je vais rouler dehors. Mais s'il fait vraiment trop moche, je fais pas mal de home trainer. Ouais. Par contre, j'ai pas de Zwift. Je fais plutôt comme ça. Je me mets un film ou une série. Et puis, ou même si j'ai des intensités, je trouve que ça passe assez vite. Je suis quelqu'un qui n'a pas de problème avec ça. Donc, je peux faire 3 heures de home trainer. Ça me dérange pas. Ah ouais. Solide. Mais je préfère en fait faire 3 heures de home trainer que 3 heures sous la pluie par 3 degrés. Donc voilà, c'est aussi un choix. Mais... Et puis je fais toujours un camp de 2-3 semaines au mois de janvier. Les dernières années, c'était aux Canaries souvent. Puis là, cette année, on est allé à Majorque. Pour faire un peu l'endurance, t'es obligé presque parce que de rester ici, tu peux pas travailler la même chose. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur tes échecs. Déjà, est-ce que tu as eu des échecs? Et si oui, dans une situation compliquée, comment tu as fait pour absorber ça de la meilleure façon? Je pense qu'on a tous des échecs une fois dans une carrière. C'est vrai que le début de ma carrière, il a été assez fluide et puis j'ai toujours un peu atteint les objectifs que je m'étais fixés. Mais j'ai quand même eu, je pense, le plus gros coup dur, c'était quand même l'année passée où mentalement j'étais dans un trou, j'étais au fond du trou. Et puis là, j'ai besoin d'aide pour m'en sortir, clairement. J'en ai pas mal parlé avec des amis, mais au final, j'ai quand même eu besoin d'aller chez une psy et puis de juste pouvoir parler de tout ça et puis qu'on m'aide à me sortir de là parce que jusqu'à là, je travaillais déjà avec une préparatrice mentale. Mais en fait, à ce moment-là, je me suis quand même rendu compte que j'avais besoin de plus. J'avais pas besoin de techniques... de visualisation mentale, exactement. D'aller plus profond. Ouais. J'avais besoin d'aide, clairement. Et puis juste c'était pas du tout le fait de devoir gérer le stress d'une course. C'était beaucoup plus profond que ça. Et puis, il a fallu que j'avais besoin de parler de tout ça et puis d'extérioriser. Et puis ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis je pense que ça, c'était important. Et puis, j'ai aucun problème à en parler parce que je me dis, il y a tellement de sportifs qui passent par là. Et puis Puis le mental... Toutes les personnes que j'ai interviewées jusqu'à maintenant, ils passent tous, et même quotidiennement, parce que aujourd'hui, on sait que ça fait partie de la performance, d'être bien aussi dans la tête. Ouais. On a vu pendant trop longtemps des gens qui étaient détruits par le sport, et qui faisaient que du process, fallait faire ça, et puis ils étaient détruits. Puis aujourd'hui, c'est vrai que si on a la possibilité de faire des résultats, puis en plus que ça aille bien dans la tête, c'est bénéfique, quoi. Clairement, ouais.
D'accord. Ouais, Et je c'est toi qui es pensais- allé voir cette personne ou on te l'a conseillé? Ça s'est passé comment? Ouais, bah, j'y avais pensé, mais après, on me l'a quand même conseillé. J'ai demandé Mhm. un peu autour de moi des gens, est-ce qu'ils connaissaient des bons psys ou enfin, en fait, s'ils avaient des solutions. Après, mon médecin, il m'a aussi conseillé. Puis voilà, j'ai pas eu de peine à lui demander, en fait. C'est pas... Pour moi, c'était pas quelque chose où je me disais, oh mon Dieu, je dois aller voir une psy. C'était Mhm. plutôt, bah, elle va m'aider, tant mieux. Ouais, puis là, je savais que je pourrais pas m'en sortir toute seule. Parce que Ouais. quand tu perds un peu ce plaisir, pour moi, c'était horrible, en fait. Le fait de plus trouver... J'avais jamais eu de problème, de plaisir et de motivation jusque-là. Mhm. Et là, tu te retrouves et tu te dis, mais purée, j'ai plus envie de faire des courses. Mhm. Et je me suis même posé la question de me dire, est-ce que j'arrête le vélo? Enfin, Mhm. j'aurais pas arrêté de faire du vélo, ça c'est sûr, parce que j'adore ça et c'est ma passion, mais je me suis posé la question de savoir si j'avais encore envie de faire des courses, d'être à ce niveau-là. Et puis, après réflexion, je me suis quand même dit, bah, il y a les jeux dans une année, puis il me manquait ce petit... je pense que j'aurais eu l'impression de ne pas avoir tout essayé. Mhm. Et pas... Enfin, ouais. J'aurais été un peu frustrée de finir comme ça. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai été un peu recherchée au fond de moi. Et puis j'ai demandé de l'aide juste pour pouvoir passer par-dessus. Et puis, je suis contente de l'avoir faite. Tu sais, dans les sports de performance, parfois on peut tomber dans une anorexia athlética. Ouais. Toi, le rapport à balance dépense, absorption, tu as déjà eu des soucis ou tu t'es déjà posé des questions ou pas du tout? C'est pas quelque chose qui t'a affecté? Tu sais que bah, tu es obligé de consommer pour performer? Ouais. J'ai jamais eu de problème à ce niveau-là, non. Ouais. Euh, T'as vu autour de toi Ouais. des gens Ouais, clairement, ouais. ouais. Bah c'est vrai que malheureusement, ça fait partie des sports d'endurance. Ce genre de sport, ils sont assez touchés parce que Mhm. bah, le poids, il a un gros impact sur la performance quand même, surtout sur la route ou dans le VTT. Mhm. Tu dois le porter, donc plus tu es léger, quand même, plus tu vas vite. Sur la piste, il y a quand même moins ce rapport au poids. Enfin, Mhm. vu qu'il n'y a pas de montée, il n'y a C'est pas... plus les watts c'est plus- maximales. Là. Exactement, ouais. C'est les watts... Mhm. Les watts par kilo, elles comptent peu sur la piste, donc Ouais, ouais. c'est aussi pour ça que je me sens bien là, peut-être. C'est parce que j'ai pas besoin de regarder tout ce que je mange, et puis Mhm. moi je suis bien comme ça. Enfin, Mais tu as eu des périodes où inconsciemment tu faisais quand même attention, tu disais bah, voilà, j'ai cette course, peut-être qu'il faut pas que je mange ça. ouais, peut-être inconsciemment. Après, j'ai Ouais. jamais essayé de perdre du poids volontairement, Ouais. mais je pense que t'as toujours cette petite voix dans la tête qui te dit tu ferais mieux de pas manger ça, ou voilà. Mais Vous c'est êtes quand même pas- sensibilisé à ces problématiques? Pas Ou tellement, non. Pas tellement. Pas tellement. Ok. Après, s'il y a des problèmes, enfin, l'équipe suisse, je pense, ferait attention. Et puis, enfin, on a eu un cas d'une vététiste qui était clairement anorexique. Et puis, Ouais. là, ils l'ont interdit de courir jusqu'à ce qu'elle se soigne, en fait. Mais on n'en parle pas trop. Enfin, c'est pas quelque chose qui est... Pourtant, un c'est peu un quelque chose de sujet, super connu dans les sports d'endurance, quoi. Que ce soit dans le ski de fond, bah ouais, Ouais. tous les sports d'endurance. Oh, puis Mais on c'est quand même voit assez tellement. surprenant qu'on vous sensibilise Ouais. pas plus que ça au final. Ouais. Et puis, tu as quand même toujours des entraîneurs un peu old school Ouais. qui, dès que tu prends un dessert, ils disent ah, est-ce que tu as Ça vraiment fait besoin de plaisir, prendre un ouais. dessert ou juste des petites remarques comme ça qui, si tu es un peu fragile à ce niveau-là, ça peut vraiment Ouais. te toucher. Il y a cette grande problématique aussi dans tous les sports artistiques, quoi. Ouais. C'est Bah, exactement la même chose. ouais. C'est encore pire, je pense, même. Ouais, ouais, parce que la performance dépend aussi presque totalement de l'esthétique, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Puis du coup, j'ai envie de parler aussi un peu hors vélo. Qu'est-ce qui te plaît dans la vie à part le vélo? Bon, moi, clairement, je suis passionnée de sport en général. Donc, voilà, je fais les études de sport, j'aimerais être prof de sport. Et puis, ouais, c'est vraiment, je suis passionnée. Je regarde tous les événements sportifs possibles et imaginables. Donc, même si je suis pas passionnée de foot, je vais quand même regarder la Coupe du Monde de foot ou j'adore le ski. Donc, ouais, en hiver, enfin, ouais. T'en fais du ski un peu? Ouais, je fais pas mal de ski, ouais. Ouais.
tout le monde me dit mais c'est pas trop dangereux, t'as le droit et tout, mais je me suis jamais blessée à ski et puis on m'a jamais interdit de faire du ski. Enfin, puis je pense que si on me l'interdisait, j'aurais vraiment beaucoup de peine parce que j'ai besoin de ça. T'as jamais eu de contrat qui t'interdisait Non. Ok. Puis il y a quand même, la montagne pour moi c'est super important. Je me sens super bien quand je suis en montagne. Tout ce qui touche à la montagne, l'escalade, mais aller faire des marches. Donc, si j'ai le temps, je vais volontiers passer du temps là-bas. Puis je pense que quand j'arrêterai ma carrière, je ferai beaucoup plus de montagne aussi. Donc, voilà, un peu d'autres sports aussi, profiter d'autres sports. Clairement, ouais. Là, tu finis, il te reste une année, il me semble, de bachelor. Ouais. On a commencé ensemble il y a quelques années maintenant, il y a beaucoup de temps, ça fait 6 ans. C'est 2017, ouais. Ensuite, tu te diriges vers un master, j'imagine, ou pas forcément, non, HEP? Pas forcément. Je sais pas encore. Si je fais un master, soit je le fais en enseignement, soit je le fais en performance. Parce que je me vois aussi assez à côté de l'enseignement, entraîner un peu les jeunes ou comme ça. Donner le flambeau. Exactement. J'ai vraiment envie de m'investir pour les jeunes, rendre un peu tout ce qu'on m'a donné et puis pouvoir un peu faire profiter les jeunes de mon expérience. Même si j'ai pas été championne du monde, je pense que j'ai quand même fait une carrière et puis j'ai appris plein de trucs durant celle-ci. Donc voilà. Donc on verra si je fais un master ou pas. Puis après la HEP, ça c'est sûr. Et puis pour faire prof. Mais comme j'ai dit, j'aimerais bien faire un peu... d'entraînement, soit de l'entraînement personnel, soit, je sais pas, pour Talent Romandie ou pour même aider l'équipe nationale ou comme ça, mais j'ai pas envie que ce soit mon métier, j'ai pas envie de faire entraîneur comme métier, mais à côté, ça me plairait bien. Comment ça a été difficile de concilier carrière sportive et puis carrière académique, ou ça s'est fait assez naturellement? Je pense que ça a été. Déjà, j'ai de la chance, je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de beaucoup travailler, donc c'était pas la galère. Les périodes d'examen, c'est toujours un peu plus stress parce que déjà, c'est un peu déstabilisant parce que d'un coup, tu dois un peu mettre le focus sur les études alors que normalement, pendant toute l'année, Enfin, moi, j'ai clairement l'habitude de mettre la priorité au sport. Et puis, si je dois rater un cours ou parce que je dois aller m'entraîner, je le fais. Et puis... pendant les examens, tu dois un peu te dire j'organise comment ma journée pour avoir assez de temps pour réviser. Puis ça, c'est déstabilisant, je trouve. Là, ça fait un petit moment que je le fais, donc je commence à avoir l'habitude, mais j'aime pas trop cette période. Mais sinon, je trouvais que ça allait. C'est vrai que les pratiques, c'était pas toujours... C'est un peu embêtant parce que t'as pas le droit de trop louper, donc c'est un stress en plus. Je dirais, le fait d'avoir des pratiques, ça c'est cool. Enfin, je trouve si tu fais des études en sport, t'aimes forcément les pratiques, normalement. Ouais. Et moi, c'est ce que je préfère, mais c'était toujours un peu embêtant parce que les profs... Enfin, t'as pas le droit de plus que 2 absences, normalement, par semestre. Et puis là, tu devais toujours t'arranger avec les profs parce que l'administration, ils sont pas toujours d'accord de... Donc, faire une faveur. Exactement. Donc, tu vas toujours à les profs, bonjour, voilà. Il y en a qui m'ont demandé de faire un travail supplémentaire. Alors ça, moi, je trouve un peu con parce que... C'est pas le but. Enfin, si je loupe un cours, c'est pas parce que j'ai pas envie d'y aller, c'est juste parce que je suis pas là. Ouais. Et puis si je dois, des fois je loupe 2 semaines de suite parce que je suis à une compétition en Indonésie par exemple, voilà, j'ai pas le choix, je loupe 2 fois la pratique de suite et puis j'ai déjà mes 2 absences qui sont loin et puis donc tu dois un peu jongler avec ça. Puis je dirais que c'était un peu le plus compliqué. Et puis les camps, c'est pas pratique non plus. Là cette année j'ai eu le camp de ski, j'ai pris mon rouleau tous les soirs en rentrant du ski, tu fais 1 heure d'entraînement alors que t'es déjà un peu mort de la journée et cramé, puis t'as pas forcément envie, mais sinon je trouve que t'arrives assez bien à concilier en faisant mon bachelor sur 6 ans, c'était assez facile. Si j'avais dû le faire en 3 ans, j'aurais pas réussi, ça c'est sûr. Ouais, t'aurais dû choisir quoi. Ouais. Ok. Cette année, t'as dit que t'étais en bien meilleure forme que l'année 2022. Ouais. Ça a été quoi tes principaux résultats cette année? J'ai pas des résultats incroyables parce que j'ai pas beaucoup couru parce que l'entraîneur il avait pas forcément il m'a pas accordé toute sa confiance, donc voilà, sur les 3 coupes du monde qu'il y a eu, j'en ai fait que 2. Moi j'ai fait 2 top 8 en éliminatoire quand même, donc ça c'était pas mal. Et puis là au championnat d'Europe, j'ai pas fait des super courses, j'étais encore pas très bien au mois de février.
Mais là, il y a les mondiaux qui arrivent dans 3 semaines, donc ça, c'est l'objectif. C'est où ça? C'est à Glasgow. Ok. Ouais. Ouais. Il y a Et tu les- pars une semaine avant déjà ou... Ouais, on part quand? On part peut-être 5 jours avant le début des courses, ouais. Ouais. Voilà, ça c'est l'objectif. J'espère que je vais pouvoir courir la Madison, qui est discipline olympique. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que cette année, je me sens super en forme, mais j'ai pas forcément eu les opportunités de le montrer. D'accord. Mais c'est pas grave. Et donc là, tu dois faire encore des résultats fin d'année pour potentiellement aller au jeu. Ça, c'est un objectif, j'imagine. T'en es où aujourd'hui On a d'abord qualifié le pays, en fait. Ouais. Là, on n'a pas encore la place qui est sûre. On a encore. Il faut faire quoi pour se qualifier? Ouais, il faut être dans les 5 meilleures nations qui sont pas qualifiées par la poursuite par équipe. D'accord. La Madison, donc il y a 10 nations qui sont qualifiées pour la poursuite par équipe. Nous, on ne sera pas qualifiés, donc voilà. Pourquoi? Parce que le projet n'a pas vraiment pris, on n'était pas assez, on n'allait D'accord. pas assez vite. En fait, on s'y est pris trop tard, je pense. Mais c'est une qualification au temps Non. ou au point sur l'année? Il faut être dans les 10 meilleures nations sur 2 ans, en fait. D'accord. Il y a 2 Coupes du Monde par année qui comptent, les 2 championnats d'Europe sur 2 ans, et puis le championnat du monde, D'accord. cette Ouais. année qui comptait. Ouais. Et puis, il faut faut faire le maximum de points à chaque fois. Mhm. Et on ne sera pas qualifié pour la poursuite, du coup, on doit être dans les 5 meilleures nations de la Madison. Ouais. Pour le moment, on est bien, donc on est bien parti. Mhm. Mais il reste encore les championnats du monde, 2 Coupes du Monde l'année prochaine, plus les championnats d'Europe. Donc on est à peu près à la moitié de la phase de qualification. Donc, Ouais. il peut encore se passer beaucoup de choses, mais si on continue à rouler comme ça, on aura la place pour la Suisse. Donc on aura la place pour la Madison, plus une place pour l'Omnium. Puis après, il faudra que je sois sélectionnée par Swiss Cycling et Mhm. Suisse Olympique. Mais ça, ces sélections, elles se feront seulement au mois de mai-juin l'année prochaine, en fait. Mhm. Mais jusque-là, il faut Il y a combien de personnes du cadre qui... si 3, vous je êtes pense, qualifié? 3. qui iront. 2 sûrs, puis une remplaçante. En gros, ça sera C'est ça, sera ouais. ça, ouais. Ok. Je pense que s'ils avaient dû faire les sélections cette année, j'y serais pas, parce Ouais. que l'entraîneur avait pas toute confiance en moi. Mais moi, j'ai confiance que je vais pouvoir montrer que je suis bien, et puis Tu peux inverser la je peux tendance. inverser la tendance, clairement. Ouais. Donc, moi, j'ai assez confiance au fait que je serai aux Jeux Olympiques l'année prochaine, si on a une place. Mais après, il peut encore se passer beaucoup de choses. C'est long. Bah, c'est ce que je te souhaite. Merci. Ça serait beau Ouais, ce serait cool. de te voir à Paris. Ouais, déjà qu'on a raté de peu pour Tokyo, donc là, ce serait Ouais. clairement L'objectif, fou. quoi. Mm. Ouais. Bah, tout c'est ce ce qu'il qu'on me te faudra. souhaite. Merci. Du coup, on espère qu'on pourra te voir sur la RTS Ouais, l'année prochaine. merci. J'espère En attendant, aussi. tout de bon. Merci. Et puis, merci encore. Merci à toi.